Aujourd'hui, dans le Transatlantic Entrepreneur Podcast, j'ai le plaisir d'accueillir deux poids lourds de l'écosystème grenoblois, deux des trois cofondateurs de l'entreprise Waga Energy. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Mathieu Lefebvre, directeur général du groupe, et Guénel Prince, CEO pour la filiale US de Waga Energy. Mathieu, Guénel, bienvenue dans le podcast. Merci d'être là aujourd'hui. Tina, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et bien sûr, on salue aussi votre troisième cofondateur, Nicolas Paget, qui est aujourd'hui directeur général adjoint. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Waga Energy, c'est une véritable success story à la française qui s'implante, qui réussit aux États-Unis dans un secteur qui est à la fois complexe et stratégique. Et ils vont nous en parler. Donc, on va parler aussi de leur aventure américaine. C'est un peu le sujet du podcast. Comment ils ont gagné la confiance des grands acteurs, les défis qu'ils ont rencontrés et les différences culturelles qu'ils ont découvertes en travaillant avec les clients et peut-être les équipes américaines. Et bien sûr, on va aussi explorer comment ils trouvent leurs clients là-bas. Parce que réussir dans un nouveau marché, c'est avant tout de réussir à trouver les bons clients et à créer des bonnes connexions. Alors, je vous propose, on rentre dans le vif du sujet de votre expansion sur le marché américain. Quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer aux États-Unis et qu'est-ce qui vous a convaincu que le marché américain valait l'investissement financier, en ressources, en temps, en énergie, tout ce que ça coûte d'aller sur le marché américain? Alors, Guénel, je te propose de au moins commencer sur cette première question. Il faut savoir que l'idée de Waga, l'idée de valoriser le gaz des installations de stockage des déchets, elle a émergé en 2007-2008 suite justement à un voyage aux États-Unis où le problème technique a été identifié, c'est-à-dire la pollution du gaz issu des installations de stockage de déchets par l'air. Et c'est au sein de Air Liquide, donc l'ancienne entreprise dans laquelle on était, qu'on nous avons commencé à développer le concept qui ensuite a permis la création de Waga Energy. Donc, encore une fois, l'identification du problème vient des États-Unis. Et ensuite, quand on a créé la boîte avec Nicolas et Guénaël, étant donné qu'on avait déjà fait les études de marché et qu'on avait donc une assez bonne connaissance de la profondeur du marché américain, on l'a vraiment créé pour ça, en quelque sorte. Mais avant d'aller aux États-Unis, il fallait passer un certain nombre d'étapes, créer l'entreprise, prouver la technologie, donc la proof of concept, commencer à se déployer déjà sur un marché beaucoup plus simple qui était notre marché domestique, parce que les États-Unis amènent tout un tas de nouveaux défis, notamment justement dans l'approche du marché. C'est un marché qui est très différent du marché français. Et donc, en petit acteur français, on a commencé à planter notre graine et à franchir les premiers jalons de développement sur notre marché domestique. Et quand on s'est senti assez vite prêt à franchir l'étape, puisque c'était notre objectif, le marché américain. D'accord. Alors on a envoyé Guénel. Voilà. Et donc, il était envoyé pour ouvrir le marché là-bas, c'est ça? Oui, moi je suis allé ouvrir concrètement la filiale américaine. Alors au départ, initialement, on devait quand même partir à deux aux États-Unis. Mathieu et moi dans un premier temps, bon, il y avait certaines démarches à faire pour ouvrir la filiale américaine. En avance de phase par rapport à mon arrivée pour des problématiques d'obtention de visa. Enfin, le visa investisseur, il faut justifier d'un certain montant d'investissement aux États-Unis pour ensuite bénéficier d'un visa. Oui. Et puis commencer à participer à des salons, identifier des villes qui seraient intéressantes pour installer la filiale. Des villes qui soient à la fois proches d'un bassin d'emploi dans notre industrie, qui est le génie chimique, le génie des procédés, pour lequel il y a des services où le coût de la vie soit abordable. On a fait un certain nombre de voyages pour identifier, c'est finalement c'était le film, on a décidé d'implanter la filiale. Et puis ensuite, il s'est agi de prospecter, enfin, dans un premier temps, adapter le produit au marché américain, parce que les décharges américaines sont 5, 10, 20, 30 fois plus grosses que des décharges françaises. On avait développé un produit, la Wagabox, pour des tailles de décharges plus petites, taille française, et donc il fallait faire l'adaptation sur le marché américain en taille, et puis pour satisfaire aux exigences réglementaires, comme la
la air regulation ou voilà, un certain nombre d'exigences réglementaires qui nécessitaient l'adaptation du produit. D'accord, Oui, mais OK. peut-être Christine, pour compléter un peu, il faut aussi comprendre à quel moment on est parti. Donc, on Ouais, a fait une première levée de fonds en 2015 pour OK, financer le pilote. Donc, on avait 3 investisseurs qui ont mis quelques millions. On a démarré donc en France le premier pilote en 2017, proof of concept, et oui, on avait plusieurs autres projets en cours de construction. On voulait donc développer ce marché américain. mmh, C'était un des objectifs initiaux de Waga. Et donc, on a fait une levée de fonds, une deuxième levée de fonds en 2019, où on a levé 10 millions d'euros d'accord, dédiés au développement international. On s'était dit à ce moment-là, en gros, si on veut réussir, il faut 3 millions, 3 personnes, 3 ans. Le premier, c'était Genaël, mais mmh, on avait quand même sécurisé à la fois déjà une activité en France et quelques millions qu'on était prêt en gros à perdre pour mmh, tenter l'aventure américaine. mmh, Voilà, on n'y est pas allé le premier jour non plus. On a créé la boîte début 2015. Genaël est parti aux États-Unis fin 2019, OK. après la deuxième levée de fonds qui était dédiée à ce développement international. Très intéressant, en fait. Donc, en fait, quand vous avez créé l'entreprise, alors même si vous l'avez créée en France pour commencer, en fait, ça, c'était vraiment pensé comme une étape vers le marché américain, mais vous saviez Je vais vous donner un chiffre tout simple. 98% de notre marché est en dehors des frontières françaises. C'est-à-dire que le marché est directement proportionnel à la population. La France, c'est 60 millions de personnes. 30% des déchets vont dans des sites de stockage. Aux États-Unis, il y a plus de 330 millions d'habitants qui mmh, produisent beaucoup de déchets. On compte plus de 2700 installations de stockage de déchets. Donc, c'est OK, pas du tout la même ampleur. C'est oui, vraiment le premier marché mondial. Et donc, si on veut déployer donc massivement notre technologie, notre innovation, le gaz renouvelable, c'était mmh. évidemment vraiment le marché ultra stratégique sur lequel il fallait qu'on réussisse. Ouais, ça vous avait permis en fait, de faire quelque chose qui est tout simplement impossible en France, de par la taille du marché, en fait, tout simplement. OK. Très bien. Donc, ouais, ça, c'est un bon point à avoir en tête, justement, c'est quoi les objectifs de l'entreprise et est-ce qu'on a besoin d'aller aux États-Unis pour pour les atteindre? Parfois, la réponse est oui, parfois non. Mais pour vous, Euh, clairement, c'était oui. alors, c'est un très bon point et là, je vais compléter un tout petit peu. Effectivement, quand on a créé la boîte avec Nico et Genaël, notre Hum? idée, c'était l'impact. On voulait maximiser notre impact dans la Hum, lutte contre le changement climatique et la transition. oui, Donc, on avait de toute façon l'idée d'être globaux. Parce que l'impact de la Wagabox, il est valable sur toutes les décharges du monde. oui, oui. Donc, on ne voulait pas rester en France. C'est D'accord. clair. Oui, oui, parce pour avoir plus d'impact, en fait. Oui. OK, très bien. Et du coup, donc là, quand vous arrivez aux États-Unis, quelles ont été vos premières étapes concrètes pour créer de la crédibilité, bâtir les relations, en fait, commencer à vous installer dans l'écosystème économique de votre secteur? Bon, il y a plusieurs thématiques. La première, ça a été de s'entourer d'avoir un expert local qui nous aide à faire toutes ces adaptations produits. Nous, Waga Energy, en fait, en arrivant dans ce marché américain, il fallait qu'on propose quelque chose d'autre, de plus disruptif, de différent de ce qui se faisait actuellement et la technologie qu'on a développée nous donne cet avantage concurrentiel. Mmh, oui, Par contre, il fallait que ce soit, quelque part, adoubé par un expert local et on a beaucoup travaillé avec un ex-expert d'Air Liquide qui avait bien repéré heu, les avantages technologiques de notre Wagabox. Il y a déjà la crédibilité technique et le fait qu'on soit français, je dirais, il y a pas d'a priori négatif sur une technologie étrangère parce que c'est un peu du marché américain. Si on prend les voitures aujourd'hui, c'est les voitures japonaises, les voitures coréennes qui ont pris le dessus sur un certain nombre de catégories des voitures. Donc il y a pas d'a priori négatif. Donc ils sont plutôt assez ouverts à oui, cette, cette innovation technologique. mmh, Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On participe au salon, donc il y a un certain nombre de salons, enfin d'associations professionnelles qui promeuvent le gaz renouvelable. Donc on s'est inscrit dans ces associations, professionnelles, la RNG Coalition par exemple, qui vise à promouvoir, à développer, l'industrie, fédérer l'industrie, puis ensuite développer les usages mmh, et il faut faire ensuite le travail, commercial, besogneux, de répondre à des appels d'offres publics, oui, comprendre aussi où est-ce qu'on se situe d'un point de vue concurrentiel et donc la première personne qu'on a embauchée, c'était
un business developer concrètement, un Américain, qui puisse nous permettre de répondre à ces sollicitations commerciales. D'accord, OK, oui. Une question là justement sur l'embauche du business developer donc américain. Est-ce qu'avant de l'embaucher, vous avez mis en place quelqu'un de l'équipe française pour développer les affaires ou non, vous êtes parti direct, vous avez dit on a besoin d'un business developer, on va commencer tout de suite par un Américain? En fait, il y avait une stratégie dans l'actionnariat de Waga Energy, il y a Air Liquide. Air Liquide, Oui, un gros groupe qui est bien implanté aux États-Unis oui. et qui était intéressé par la technologie qu'on avait développée. Et nous, notre modèle d'affaires, normalement, on vend pas la technologie. On est investisseur exploitant de nos propres installations, des projets qu'on déploie. Et donc, on vend pas cette brique technologique. On a accepté de faire une entorse à notre modèle d'affaires en vendant cette brique technologie aux États-Unis pour avoir un acteur mondial qui nous donne accès qui référence cette technologie. OK, oui. Ça, en fait, cette vente-là, elle a été initiée en France. Et puis, quand on est parti aux États-Unis, il y avait ce projet à exécuter. On a D'accord. fait une deuxième vente. Et ensuite, sur la partie, parce que c'est intéressant, je suis quand même arrivé aux États-Unis en octobre 2019. Février 2020, lockdown, tout est Ouais, fermé, les enfants qui reviennent à la maison et on peut oui, plus se déplacer aux États-Unis. Et au oui. départ, Ni en Europe. Ni en C'est-à-dire que Europe. moi, j'étais Oui. censé aider Genaël à développer l'activité et en fait, les frontières étaient fermées. Donc, il était abandonné tout seul, enfin pas abandonné, ouais, mais il était tout seul là-bas avec cette responsabilité. on avait une stratégie Oui. en plusieurs étapes. On avait même commencé à faire un partenariat avec un développeur local qui nous donne accès au marché parce qu'on savait bien que d'un point de vue commercial, ça ne marcherait pas. Et en fait, cette super stratégie, Mathieu n'a pas pu venir aux États-Unis. C'est un peu au-delà de sa casquette de directeur général global, c'est un peu le super développeur de la boîte. Moi, je suis pas du tout un développeur dans l'âme. Moi, j'ai apporté mes compétences techniques dans l'aventure. Donc en fait, cette stratégie, poum, s'est écroulée. Mathieu pouvait plus venir. Le développeur, ça a fait long feu. En fait, on n'a pas réussi à s'entendre pour développer des projets conjointement. Oui. Hem Et la pandémie. Et là, il faut s'accrocher un peu à la vision long terme qu'on a de notre métier et se dire: «Bon, va falloir plus de résilience. Le marché, il va pas s'envoler. La problématique du gaz de décharge et de la pollution associée ne va pas s'envoler non plus. Mmh. Et un autre avantage». Et et je rajouterais donc, tu as parlé donc du business developer, de Jason. C'est vrai que recruter un Américain du cru, qui connaît l'industrie et qui est fondamentalement américain, ça nous a permis aussi et ça a permis à Genaël de s'acculturer, c'est-à-dire de comprendre, voilà. Et ce qui était très important pour nous, c'était de voir si notre thèse, Mmh. notre histoire pouvait résonner dans l'esprit d'un Américain. Mmh. Et Jason est toujours là aujourd'hui, hyper engagé et complètement accroché à l'aventure, parce que vous savez que Super. un Américain les Américains sont assez comment dire? Il n'y a pas forcément une grande fidélité à Complètement, l'entreprise. oui, C'est-à-dire que oui. s'ils trouvent une offre un petit peu meilleure juste à côté, ils vont pas hésiter à Il va. changer. Oui. Dans notre métier, on s'inscrit forcément dans le temps parce qu'on développe des expertises complexes, des expertises de Mmh. haut niveau. Il faut devenir expert pour pouvoir réussir. Et le pire, ça serait qu'au bout de 2-3 ans, les gens qui sont devenus experts aillent vendre leurs compétences à côté. Mmh. Et donc, Complètement. avoir ce développeur qui s'accroche, qui apprécie l'aventure et qui a envie de Oui, s'engager dans le temps, c'était intéressant et il c'est nous a bien. fait part de l'immense gap culturel Oui, qui a ces réflexions, ces remarques entre des Européens et des Français. oui, Je pense que c'est une des meilleures choses, des toutes premières actions que oui, Genaël a fait, c'est trouver Jason, oui. accrocher Jason et l'engager complètement dans notre aventure pour que lui-même l'adapte à la culture américaine, en fait. Complètement. En fait, d'avoir cette personne qui sert vraiment d'intermédiaire entre, Mmh. je dirais, l'entreprise et les équipes françaises et peut-être la vision et la façon de parler de ce que vous faites qui est français, et c'est normal parce que vous êtes français, l'entreprise a été créée en France, et d'avoir quelqu'un qui est capable justement de traduire tout ça culturellement, j'ai envie de dire, pas traduire les mots, mais de pouvoir vraiment l'adapter
pour les attentes des clients américains et du marché américain et comment on parle de l'activité, des bénéfices, etc., d'une façon qui va résonner chez vos clients que vous visez là-bas. Peut-être j'espère, je vais pas être trop technique, je vais citer Christine, mais pour comprendre à quel point il peut y avoir vraiment un écart massif quand on arrive dans un nouveau pays. En France, on a des grands opérateurs dans le domaine de la gestion des déchets et il y a, et même je dirais en Europe, une volonté de ces acteurs de capter un maximum de gaz sur les installations de stockage des déchets. Guénel disait qu'il y avait déjà un facteur 10, 20, 30 sur la taille, mais sur la pratique aussi. C'est-à-dire que nous, on est un peu plus dense en Europe. Les installations de stockage de déchets sont souvent à proximité quand même ou pas très loin des villes. On peut pas se permettre d'avoir trop de pollution olfactive, etc. Et Oui. je dirais l'engagement environnemental est assez fort en Europe, donc il y a des régulations pour éviter les émissions. Et donc, les opérateurs de décharge exploitent d'une certaine manière, on va dire, des pratiques pour leur réseau de dégazage, où ils essayent d'aspirer un maximum de gaz, quitte à avoir de l'air à l'intérieur du gaz. Et ça favorise, enfin, c'est justement pour cela qu'on a développé notre rupture technologique. Aux États-Unis, un exploitant qui exploite sa décharge de la même manière est considéré comme un mauvais exploitant. D'accord, voilà, ok. Super, c'est super exemple, oui. Alors que c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'au contraire, la manière dont ils exploitent aujourd'hui une partie des opérateurs, en tout cas leur site, induit d'énormes émissions de méthane à l'atmosphère. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas notre technologie. Donc, les gens qui ont développé le marché avant nous, sans notre technologie, ont fait passer des messages, on développé un marché selon d'autres critères que les nôtres. Oui. Et donc, nous, on arrive, petits Européens, avec une nouvelle thèse, grâce à une rupture technologique. Et ben, c'est difficile de transformer ce qui a été dit et répété pendant des années par l'industrie aux clients. Donc, vous voyez le chemin qu'il faut faire pour progressivement changer les pratiques dans une industrie qui est en plus très conservatrice. Donc en fait, oui, ça, c'est super intéressant parce que vous avez les bonnes pratiques, vous arrivez et vous savez que c'est des bonnes pratiques, vous arrivez sur un marché où vos bonnes pratiques sont considérées comme des mauvaises pratiques, alors que c'est pas le cas. Donc il y a vraiment un travail d'éducation du marché et de lutter contre des idées reçues qui devait être énorme en fait. Et puis Guénel complétera, mais en fait, il y a aussi des barrières à l'entrée dont il faut avoir conscience. Quand on répond à un appel d'offres public, souvent dans les appels d'offres publics, pour se protéger, c'est une mesure de protectionnisme, il faut avoir des références sur le sol américain. Oui. Mais c'est l'œuf et la poule. C'est ça, oui. Je veux avoir des références, donc il faut avoir des références. Ok. Voilà. Et compliqué, donc nous, tout l'enjeu et tout je dirais le stress ou je dirais l'objectif central de Guénel les premières années, c'était de trouver une première référence. Oui. Et du coup, justement, comment ça s'est passé quand vous avez réussi à gagner la confiance d'un acteur ou d'un client américain pour avoir cette première référence? Comment ça s'est passé? Voilà. Il y a peut-être 2 moments clés, en fait. Il y a eu deux étapes en fonction du type d'acteur. Le premier projet qu'on a gagné, ça a été un appel d'offres public. Donc là, déjà, en fait, level playing field. Tout le monde est à égalité. Donc quelque part, en fait, là où on a un avantage compétitif, ça va se voir. Et de fait, ça s'est vu. Ce qu'il faut voir, c'est quand on regarde le marché américain, le segment de marché qu'on adresse, c'est les petites à moyennes décharges. Pas les très, très grosses décharges. Aujourd'hui, celles qui produisent le plus de gaz et sur lesquelles c'est le plus facile, entre guillemets, de faire un projet profitable avec des technologies classiques issues de l'oil and gas et sur des investissements très gros, puis une façon de faire des projets avec un EPCI, ce qui va quelque part assembler des technologies et ça fonctionne. Sur les petites à moyennes décharges, il faut une approche nouvelle. C'est aussi ce qu'on propose. Une approche, en fait, l'usine à gaz est un produit qu'on duplique, sur lequel on a pu faire des économies d'échelle en reproduisant cette Wagabox encore et encore. On a eu une approche complètement intégrée de notre métier. Et donc là, c'était un appel d'offres sur une petite décharge. 1000 SCFM, c'est le débit de gaz qu'on traite. D'ailleurs, un des gaps, faut se faire aux unités, faire aux unités américaines. Oui. Pour quelqu'un de compris, j'ai toujours du mal. Bref, on répond à cet appel d'offres. Et là, bah, effectivement, là, c'est visible. On arrive à dégager le plus de valeur pour ce client-ci. D'accord. Et c'est vrai que
Et donc, en fait, on a gagné cet appel d'offres de manière tout à fait loyale, Oui. sur la base d'une techno qui était supérieure, qui était capable de dégager plus de revenus pour un projet. Donc, OK. ce revenu qu'on rétrocède en partie au propriétaire de la décharge, qui est ici un county dans le Upper New York. Mmh. Donc enfin, donc la signature de ce premier projet, ça a montré qu'on pouvait répondre à des appels d'offres publics, que des organismes publics pouvaient nous faire confiance. Après, ils ont fait leur due diligence, regardé les comptes de la société. Ils ont aussi pris une part de risque. Et ça, vraiment, on est toujours on est Reconnaissant. très reconnaissant, voilà, vis-à-vis du premier client, parce qu'en Oui, fait, ils ont quand même accepté de faire confiance à une jeune société oui. qui avait une très faible footprint aux États-Unis, des grands succès en France et puis au Canada, parce que le marché canadien, au moment où on développait le marché américain, le marché canadien se développait très fortement Mmh. et quasiment rien à montrer aux États-Unis. Mais ils ont eu confiance, on leur a donné confiance, ils n'ont pas fait confiance de manière naïve, ils ont fait leur due diligence et on a délivré le projet en temps et en heure et c'est un projet qui fonctionne très, très bien. Donc ça, c'était première étape. Et la deuxième, c'est quand on a pu signer avec un acteur privé de taille importante, un acteur D'accord. régional dans le domaine du déchet. Là, c'est Casella, un acteur Mmh. qui est dans le nord-est Mmh. des États-Unis et qui d'un coup nous a donné accès à 3 décharges de taille plus OK. importante, Oui. d'un coup. Et là, pareil, d'avoir pu générer la confiance auprès d'un acteur privé, Mmh. c'est très demandé. Il y a beaucoup de compétition dans notre domaine. Ça a été un autre moment clé dans le développement de Waga, quand on a pu signer avec un gros privé qui d'un coup et derrière ce gros privé, il est prescripteur aussi parce qu'en fait, il a fait Mmh. diligence et il devient quelque part prescripteur de la solution Waga en Oui. OK, bravo, donc ça il y avait un travail en fait. Est-ce que vous avez réussi à identifier pour ce premier client, ce qui les a, encouragés à vous faire confiance? Vous avez pu identifier ça ou pas? Oui, je pense que je peux en prendre un peu. Donc, c'est le fruit quand même quasiment d'1 an et demi de développement. Ils ont été identifiés assez tôt par notre développeur. On avait donc un petit peu musclé l'équipe de développement à ce moment-là, puisque donc Oui. Steuben était signé. Et c'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que là encore, c'est un acteur local, donc indépendant, qui a vraiment fait un travail approfondi de due diligence et qui avait déjà eu des expériences, on va dire malheureuses, avec d'autres développeurs. Donc c'était pas quelqu'un qui était pas éduqué sur le sujet. C'est quelqu'un qui pensait que c'était la bonne solution, mais qui l'avait pas encore trouvé sur le marché à 2 reprises. Mmh. Sur 2 projets, ils avaient des échecs. Et donc, notre discours commercial a résonné chez eux. En fait, on répondait effectivement aux défis auxquels ils avaient fait face dans le succès des développements des projets passés. Ils se sont pas arrêtés aux paroles, ils sont Mmh. venus visiter les installations, ils ont parlé à nos clients existants en Europe. Donc tous les Américains ne sont pas capables de traverser l'Atlantique, hein, faut vraiment le Oui. savoir. Oui. C'est même assez rare ceux qui sont capables de se dire Oui. il y a des références valables en dehors des États-Unis. Mmh. Et finalement, on est rentré petit à petit en étant extrêmement sérieux sur notre processus de développement, en montrant qu'on travaillait de manière très rigoureuse, donc en créant de la confiance. Première réunion à l'automne, ensuite une deuxième réunion au printemps, et en mai 2022, Mmh. 2022 ou 23. Donc, Mmh. je me souviens, on était avec Genaël et Tanguy, notre développeur, et Oui. on s'est serré la main en se regardant dans les yeux avec les patrons de cette boîte. Mmh. Ils ont dit on partira avec vous. Donc, vous disiez à quel moment on a senti la Bien. confiance des clients? Là. Et encore une fois, c'était le fruit d'une année et demie de travail, de développement, où ils se sont dit là, on a Mmh. un acteur sérieux qui peut potentiellement répondre à notre besoin. OK. Et nous, c'était un énorme, comme l'a dit Guénel, c'est énorme les projets qu'ils nous ont donnés. Ça a été Oui. vraiment un coup d'accélérateur énorme pour notre déploiement américain. D'accord. OK, ouais, c'est intéressant. Donc en fait, il y avait vraiment tout un process, parce que souvent on entend, je dirais la réputation, ouais, les Américains, ils vont signer vite, ils prennent vite une décision, et cetera. Et en fait, non, pas tout le temps, et peut-être aussi selon l'industrie et le secteur Oui, et l'activité nous, aussi. on leur Oui, demande de se marier pendant 20 ans. Donc, on peut pas non plus attendre une décision en quelques jours. C'est quand même oui, un processus où il faut avoir confiance. oui.
OK. Non, donc et là, vous avez su justement vous adapter pour avoir cette confiance. Alors justement, quand vous allez démarcher un client américain, client potentiel, qu'est-ce que vous avez vu qui fonctionne, différemment par rapport à ce que vous avez vu en France, par exemple? Alors, je vais peut-être juste faire le lien et puis compléter par rapport au point précédent et puis Guénaël, parce que tu es beaucoup plus local, mais tout à l'heure, j'expliquais que Guénaël a pu partir parce qu'on avait fait une deuxième levée de fonds de 10 millions. Au moment où on signe avec Casella, on est rentré en bourse 18 mois plus tôt. OK. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, être une société sur le marché Euronext, avec toute la transparence que ça signifie, ça nous met dans une autre orbite. On est considéré différemment, en fait. Parce que très grande transparence sur nos comptes, publication, engagement sur le long terme, on devient un acteur beaucoup plus crédible aux yeux des Américains. D'accord. OK, Et ouais. la société américaine est extrêmement financiarisée. L'argent est roi. Tout. Et donc, le fait d'être une société cotée en bourse, en ayant levé des capitaux importants, on avait 126 millions. C'est pas rien pour une petite entreprise française. C'est pas grand chose pour des Américains, mais ça nous met dans une catégorie, on va dire, d'entreprise crédible. Et ça a été quand même un facteur clé pour signer un projet comme Casella. D'accord, OK, ouais. Donc, vraiment d'avoir, tous ces preuves, ces marqueurs de crédibilité, d'être en bourse, tout était transparent, ouais. On ne s'est pas arrêté aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un contexte global. L'activité continue à se développer en France, en Europe, au Canada. On a continué à franchir des étapes en termes de maturité de l'entreprise. D'accord, OK. Si je peux compléter, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu. Donc il y a effectivement, de toute façon, si on n'a pas la bonne techno, on n'existe pas sur le marché. La crédibilité de la société. Moi, il y a 2 autres choses qui sont intéressantes. Il y a l'a priori positif, le fait qu'on soit étranger, c'est pas un problème a priori. Mmh. Le deuxième qui vient de m'échapper, ça va me revenir. Ça va revenir, oui. Ouais, ouais. Mmh. Peut-être sur le sujet des différences de culture, et là où on est aussi ravis de pouvoir se développer les États-Unis, il faut comprendre que c'est vraiment les rois du business. Mmh, ouais, L'argent est clé, oui. mais ils ont une appétence au business beaucoup plus Mmh. forte que ce qu'on peut croiser dans d'autres régions, dans d'autres cultures. D'accord. Quand on sait faire du business aux États-Unis, on est quand même bien parti pour pouvoir faire du business partout parce que le Ailleurs. niveau attendu est très supérieur au niveau moyen qu'on trouve dans d'autres endroits. On fait D'accord, du oui, ouais. business dès le jardin d'enfants aux États-Unis. Oui, complètement. Mais nous, on a toujours, on est parti pour vendre des trucs dès l'âge de 5 ans, je crois. Voilà, ce qui est pas du tout notre. Moi, dans mon quartier, C'est ça, oui. régulièrement et avec des enfants de 5 ans. Non, oui, l'autre chose que je voulais Oui, dire, c'est oui. qu'il faut après, il faut délivrer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où il y a un acte de vente, mais en fait, là où il faut pas se rater, c'est dans l'exécution. Mmh. On serait pas là si on n'avait pas réussi à délivrer. En fait, et ouais, et voilà, l'autre point aussi que je voulais dire, c'était la présence du fondateur. Enfin, cette génération de la confiance. Le fait, en fait, que moi, je pars avec ma famille, bon, il y avait la prise de risque puisque quand je suis Mmh. parti, c'était pas une société, introduite en bourse. On avait levé, quelques millions qui permettaient de faire les développements, internationaux, mais qui étaient quand même cooptés par le marché du Canada qui tirait assez fort. Donc c'était pas gagné. Maintenant, en fait, le fait que les Jason, par exemple, nous rejoignent, en fait, le fait qu'il y ait un fondateur qui vienne, qui s'implante, ça montre aussi la pérennité qu'on voit dans notre activité sur le marché Mmh. américain. On n'est pas là quelques années. Oui. Nos contrats, c'est des contrats qui nous mariaient pendant 20 ans avec les opérateurs. C'est des contrats d'infrastructure, c'est des investissements très lourds. C'est Mmh. en Ouais. développement, mais ce qui explique aussi la confiance qu'on doit générer parce que les gens doivent nous voir dans la durée. Donc le fait de s'engager, de se compromettre avec son marché, de devenir un peu américain. Mes enfants, ils sont dans l'école publique américaine. On s'est complètement exposé à la vie américaine. C'était une condition importante parce qu'en retour, en fait, les gens Mmh. voient qu'on n'est pas là juste pour 1 ou 2 ans lancer quelque Oui. chose parce que le marché est attractif. Non, on est là et derrière, on délivre. Et le fait de délivrer, Mmh. d'exécuter les projets en temps et en heure, de, en fait, de délivrer les performances qu'on a dit qu'on délivrerait, Oui. c'est extrêmement important. Et Oui. là, en fait, une fois qu'on a pu délivrer, montrer les premières unités, faire venir des gens, ça a été encore complètement différent parce qu'il y a peut-être un a priori positif Mmh. sur une technologie étrangère, mais il y a plein de sociétés étrangères qui sont venues aux États-Unis, qui se sont cassées la figure, qui ont Mmh. monts et merveilles, mais qui n'ont pas été capables de suivre. Oui.
Oui. Donc c'est voilà, le fait dans un des facteurs clés de succès, je pense, d'une société qui s'expatrie aux États-Unis, l'engagement qu'on a dans son marché, Oui. le degré de compromission quelque part qu'on peut avoir vis-à-vis de son marché. C'est extrêmement important. On n'est pas juste là pour, il y a une opportunité, hop, on saute dessus. C'est vraiment, on s'engage. Comme vous avez dit, quand vous avez lancé l'entreprise, vous aviez déjà le marché américain comme cible. Enfin, c'était une entreprise qui était destinée à être implantée sur le marché américain, pour aller grandir là-bas. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que, notamment pour vous, quand vous allez demander à une entreprise de s'engager pendant 20 ans, il faut qu'ils aient cette confiance que dans 20 ans, vous serez toujours là. Exactement. Ouais, OK. Alors du coup, comment vous arrivez à identifier en fait, les bons interlocuteurs dans les entreprises? Parce que j'imagine que, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, il y a à peu près combien de personnes dans ces entreprises de manière générale? Vous avez une idée? Si on parle de donc différentes typologies Oui. d'acteurs, en fait, alors nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est entre les sociétés de déchets et on vend de l'énergie. Donc en fait, concrètement, on développe les projets avec les décharges et puis à un Mmh. moment donné, une fois qu'on a sécurisé, une décharge, qu'on va traiter sa pollution, convertir ça en gaz naturel, il faut qu'on vende de l'énergie. Côté décharge, le type d'acteurs, la typologie d'acteurs, il y a des publics, donc des Mmh. municipalités, des counties, des authorities, donc Oui. plusieurs counties, ensemble. Il y a, des petits acteurs privés, Mmh. des entreprises de taille moyenne et des très grosses entreprises. Donc en fait, c'est pas OK. le même acte de vente, qu'on s'adresse à Waste Management, qui est le leader mondial des déchets, des Mmh. entreprises qui font plusieurs milliards de revenus, et derrière, parler au C-level de ces gens-là, Oui. c'est pas pareil que développer un projet avec un county local, dans la campagne, Oui. dans un environnement très rural. Donc Complètement. ça prend concrètement, ça prend des Américains. Et en fait, des gens qui sont capables justement, donc, heu heu, Mathieu l'a mentionné, à un moment donné, en fait, on a dû renforcer fortement les équipes de business développement. Le marché était devenu très compétitif. Malgré ses premières références, en fait, on faisait face à une compétition qui était très féroce, très féroce. On n'a pas signé en 2022, on n'a pas signé un projet. Ouais. On avait la même OK, ouais. techno, mais sans doute qu'on était trop prudent sur la proposition de valeur Mmh. et en fait, on a considérablement renforcé, heu, le business développement et notamment par, Tanguy qu'on a embauché qui est le responsable, qui est le VP, business développement franco-américain et qui lui, en fait, nous a proposé cette stratégie, pour, déployer plus largement et qui était capable, Mmh. avec cette double culture, de vraiment pouvoir, développer des ventes Mmh. et à ce C-level, américain. Parce qu'il y a des codes, enfin si on n'a pas travaillé là-dedans, il y a certains Oui. codes, certaines pratiques que moi j'avais pas, j'étais incapable d'avoir, Mmh. pensé on l'avait pas, mais donc c'est là qu'il faut prendre, des Américains qui soient, bons. Donc là, en l'occurrence, Mmh. Tanguy, franco-américain, donc c'était Oui. génial. Qui a pu nous permettre de nous positionner auprès de ces gens-là. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça se fait pas du tout du jour au lendemain. En fait, c'est après avoir eu des premières références, après avoir eu plusieurs contacts, Mmh. petit à petit gravir, les échelons, puis être Oui. capable de discuter au bon niveau. Oui. Ça a pris énormément de temps, mais c'est une construction patiente. C'est pas arrivé comme ça, en fait. D'accord, oui. Et du temps aux États-Unis, c'est de l'argent, hein. Quand on disait 3 millions Complètement. 3 ans, un salaire aux États-Unis coûte cher, tout coûte cher aux États-Unis. Donc Oui. si on n'y va pas suffisamment armé, c'est l'échec assuré. Oui, et ça Et va comme l'a coûter très dit cher. et nous, on est rentré par la petite porte, c'est-à-dire comme l'a dit Guénel, il est arrivé tout seul et puis 2, 3, et on a été vraiment bottom up. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé voir d'emblée, les CEO des plus grandes boîtes. On a l'avantage d'avoir un marché où il y a du public, comme l'a expliqué Guénaël. Mmh. Et donc ça permet de nous mettre sur un pied d'égalité et on n'a pas besoin de connaître le président des États-Unis ou le président d'une Oui. multinationale. Par contre, je répète juste un des éléments mentionnés en début de conversation par Guénaël, c'est qu'il y a eu quand même un assez fort investissement dans les associations de Mmh. l'industrie. Et Oui. ça permet quand même d'identifier justement les interlocuteurs, de se faire connaître et d'avoir accès aux bonnes personnes dans notre secteur. Donc ouais, à ne pas sous-estimer justement la valeur des réseaux, des Non, il faut associations les développer. professionnelles. Oui. Parce que ça devient des prescripteurs. C'est comme ça aussi qu'on a pu avoir cette benne. Oui. Donc, s'investir, en fait, c'est exactement ce que disait Ganel. Il s'est investi dans le pays.
il y a eu un enfant, un cas etc. Oui. C'est important pour les Américains et quand on s'investit dans les associations qui ont contribué à l'industrie, Oui. ils considèrent, ça de manière très positive. Oui, en fait, ça ne suffit pas juste de bien faire son travail, il faut vraiment s'impliquer dans la vie, professionnelle et même dans la communauté au sens large, en fait, ouais, et ça, Après, il y a c'est un peut-être très cliché différent. qui a la vie tenace, malheureusement, c'est que, jouer au golf, ça peut aider. Moi, je ne joue pas au golf. Oui, Plein de gens qui jouent pas au golf, mais juste à titre d'exemple, c'est quand il y a des salons professionnels, ça commence toujours par un tournoi de golf. Mais en fait, c'est voilà, quelque chose qui se joue, à ce niveau-là. Donc en fait, oui. et pour ceux qui viennent, qui veulent franchir l'Atlantique, jouer au golf, ça reste un plus. Ça reste un plus. Mais moi, je me rappelle quand j'étais à la fac aux États-Unis, pour certaines filières comme notamment médecine, etc., c'était obligatoire de suivre des cours de golf. Ouais, Parce que ça ouais. fait tellement partie de la façon de développer son entreprise ou son activité que bah, ça fait partie des compétences professionnelles, malgré ce qu'on pourrait penser. Bon, on arrive sans, mais c'est vraiment un plus. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, donc là, on avait parlé, il y a les réseaux, il y a la communauté, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres canaux, d'autres approches qui ont été efficaces pour rentrer en contact avec les clients aux États-Unis? Je dirais qui changent peut-être un peu de ce qu'on a l'habitude de faire en France. Bah, alors en fait, nous, non, c'est marrant, c'est que, bah, je vais dire ce que je vais dire, ça va paraître une évidence. Mais en fait, c'est tellement une évidence qu'il y a plein de nos compétiteurs qui le faisaient pas. Oui. C'est que nous, on est à l'interface entre les déchets et l'énergie. Et tous nos compétiteurs étaient sur les associations liées à l'énergie, gaz renouvelable, etc. Personne n'était dans le domaine, dans le déchet. Donc, quand on a Mmh. commencé à exposer dans des conférences du déchet, il y avait personne. Quand on allait aux chapters locaux Oui. de ces associations, où en fait, c'est quelques landfills qui sont ensemble, qui veulent partager leurs bonnes pratiques, qui veulent discuter de leur, Mmh. du réseau de gaz, etc. Il y avait personne. Et ça, Tanguy l'avait très bien identifié Oui. en disant: «Non mais en fait, moi je veux participer à ces SWANA». SWANA, Solid Waste, North America Association. Mmh. Et beh, en fait, donc pas se tromper d'association parce que là, on a pu réseauter et en fait et sur l'aspect communautaire, c'est quelque chose que j'ai découvert aux États-Unis. On vient en France, on est un pays social, donc nous, l'organisme, qui fait les œuvres sociales, c'est l'État quelque part. Il y a Oui. des associations, mais c'est l'État. Ici, il y a pas ça. Donc l'échelon communauté qui réunit des gens, de plusieurs counties ou Mmh. cet échelon communautaire est très important, que ce soit via une association, que ce soit via je sais pas, les activités à l'école et cetera, a beaucoup de sens. Donc en fait, ces associations qui réunissent des communautés de landfill owners, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Il y a un beaucoup de liens de confiance qu'on peut tisser Mmh. et qui sont, et nous, en fait, il y a beaucoup de démarchage, enfin, de démarchage commercial, de discussions où on peut Oui. présenter une solution, où on a pu faire grandir la confiance avec des gens qui étaient dans ces associations-là, locales. Mmh, oui. Donc en fait, c'est beaucoup en dehors du contexte strictement professionnel où vous allez pouvoir, vraiment développer les relations professionnelles et commerciales. Bah, c'était professionnel, mais c'était l'industrie du déchet et Oui. après, quand on voit la taille des États-Unis, la complexité, c'est qu'il y en a énormément, en fait. Chaque État. Chaque Voilà, État est comme un pays, en fait. exactement. Mmh, ouais. Et justement, dans toutes ces discussions et ces rencontres, est-ce que vous avez remarqué des différences dans les attentes, ou les critères de décision de vos clients américains par rapport à vos clients que vous avez en France, en Europe? Bah, je vais là encore mettre les pieds dans le plat et c'est même si ça peut paraître une évidence quand on est américain, ça l'est pas, dans d'autres Oui. pays. C'est, l'argent, le profit Mmh. est quand même Oui. le critère numéro un, le critère numéro 2 et le critère numéro 3. Oui. Après, on peut, éventuellement avoir quelques autres considérations. C'est vrai Mmh. que nous, vous l'avez compris, on est quand même un peu militants, Nicolas Guénel et moi, en Oui. faveur de la lutte contre le changement climatique, en faveur de la transition. On a Mmh. une solution qui a beaucoup de sens de notre point de vue, Oui. pour toutes ces raisons-là. Et on avait un discours qui était très imprégné de, Mmh. Oui. ces projets qui, à la fois, étaient rentables, étaient profitables, mais en plus permettaient, d'avoir un gros impact sur le changement climatique et la transition. Mmh. La réalité, c'est qu'il fallait vraiment qu'on déplace le curseur de manière très forte Oui. vers le profit. D'accord. L'environnement, c'est
c'est un nice to have. Mais Oui, à la fin, ce qu'ils regardent, c'est quand même le chèque qu'ils peuvent percevoir. c'est l'argent à la fin, ouais. C'est ce on appelle en anglais the bottom line, en fait. Donc, même si on peut parler des arguments écologiques, environnementaux, etc., c'est bien, comme tu as dit, c'est un nice to have, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est l'argent. Et est-ce que vous avez vraiment modifié, en fait, les arguments et les messages que vous mettez en avant, en fait? La manière de présenter les offres, la proposition de valeur, on a beaucoup, beaucoup progressé Mmh? dans notre démarche commerciale grâce à nos Américains. D'accord, oui. Tanguy, son équipe, parce qu'ils ont encore une fois une expertise en termes de business développement qui est assez unique, hein, Mmh. qu'on retrouve nulle part ailleurs. Mmh. Ouais, non, ça, c'est vraiment une chance que vous avez, d'avoir un profil comme ça, ouais. Après, ce qui est intéressant sur le marché américain, c'est que Mathieu le disait, c'est un marché qui est plus exigeant, Mmh. mais parce qu'il est beaucoup plus gros. Et en fait, si on est capable d'adresser le marché américain, on est capable ensuite d'aller, ça a élevé nos pratiques. C'est-à-dire qu'on a, au niveau du produit déjà, il a fallu qu'on fasse des tailles plus grosses, qu'on les standardise, etc. Oui. On a beaucoup amélioré la partie technique, la capacité à délivrer des projets. Mmh. Délivrer des projets de la côte ouest à la côte est. Il y a 6 heures d'avion pour aller en Oui. Californie, bah, faut qu'on soit capable de délivrer des projets là-bas, on en a 3 en construction. Et donc ça, derrière ça, il y a toute une organisation qu'on doit mettre en place. Quand il s'agit d'opérer, bah, il faut gérer la supply chain. Oui. Et donc le fait d'adresser un marché qui est aussi gros que les États-Unis, ça élève énormément notre niveau de jeu. Donc faut être capable de délivrer, Mmh. faut être capable de structurer, mais aujourd'hui, en fait, on a structuré la société pour être capable justement de livrer ces projets aux États-Unis. Donc on s'appuie sur un peu des centres d'excellence, la France pour la partie ingénierie R&D, Oui. le Canada qui fait, une grosse partie des fabrications, Mmh. puis la partie gestion de projet localement aux États-Unis avec des ingénieurs, des chefs de projet, américains. Et en D'accord, OK, ouais. ouais, ça le fait d'adresser le marché américain, en fait, c'est un aspect transformant pour la société et dans le bon sens du terme. Oui. Ça, en fait, que ça vous force, comme tu as dit, de vous structurer, de réfléchir autrement, mais pour pouvoir aller plus loin et plus rapidement et plus grand peut-être. Et justement, donc là, je pense que vous êtes en plein accélération de développement aux États-Unis. Vous continuez à développer des projets. Et où est-ce que vous voyez les plus gros défis aujourd'hui pour le marché, pour ce que vous faites, pour votre développement là-bas? Ouais, en fait, un des premiers défis, enfin, on est dans un environnement où politiquement, c'est plus instable. Oui. C'est plus instable, mais on est une société qui est exposée au commerce international. On a des fabrications en France, au Canada, on développe un Mmh. projet aux États-Unis. On est quand même, impacté par, des droits de douane. Alors en fait, qu'il y ait des droits de douane, très bien. Nous, ce qu'on veut juste, c'est de la stabilité. Oui, Toutes les semaines, ça changeait, c'était compliqué. Nous, oui. industriels, on s'inscrit dans le temps long. En fait, des fabrications, ça s'organise. Donc, Mmh. en fait, avoir une forme de stabilité. Où est-ce qu'on doit investir dans ces capacités de fabrication, dans un cadre réglementaire donné. Oui. Donc ça, il y a quand même un environnement politique, qui est plus sensible. Il y a un deuxième facteur, on développe une énergie renouvelable, heu et le fait qu'elle soit renouvelable, elle est bas carbone. Aujourd'hui, aux États-Unis, le fait que ce soit bas carbone, c'est pas valorisé. Ça l'était pas hier, mais on voyait l'émergence d'un marché, Mmh. propriétaire où des corporations veulent acheter notre molécule. Non pas parce qu'elle est, produite localement, mais parce qu'en fait, ça va leur permettre d'atteindre des objectifs de décarbonation. Bon, il y a quand même beaucoup de sociétés, en fait, il y a eu un mouvement de pression des fonds pour que ces grandes corporations affichent des objectifs de décarbonation. Nouvelle ère. Mmh. Aujourd'hui, ces grandes corporations ont toutes mis un peu ralenti sur ces Oui. objectifs. C'est plus la priorité et donc, bah, c'est un marché qui met plus de temps à se développer. Il y a quand même des gens qui ont pas ralenti sur leurs objectifs de décarbonation, mais ce marché-là. Donc en fait, il reste qu'on produit une molécule, un biofuel. Et par exemple, ça, dans le contexte actuel, ça reste quand même, l'administration le soutient. La production de biofuel, qui permet à des agriculteurs, en fait, d'avoir une source de revenus parce qu'ils vont produire de l'éthanol, des biodiesels. Ça, c'est, soutenu par l'administration américaine. Et le gaz naturel renouvelable est un biofuel. Donc on garde cette thématique-là. Mais Oui. c'est vrai que la partie, les objectifs de décarbonation, ce qui nous motive, Oui.
pour ça qu'on développe ces projets, c'est pour Oui. décarboner, le gaz naturel. Ça, c'est un peu ralenti. Bon, pour combien de temps? On se donne Mmh. sans doute 2 ans, en fait, 2 ans où en fait, voilà, la partie vente de gaz naturel renouvelable va être un petit peu plus, challenging. On y Oui. arrive, mais donc voilà, en fait, D'accord. un peu les des de challenges qu'on peut voir, heu, le développement, à notre développement, je dirais, aux États-Unis, ouais. Aujourd'hui, oui, oui. Bon, on va espérer que justement le sujet de décarboner, ça va revenir, comme un sujet, prioritaire, Et ça à reviendra l'avenir. forcément. En fait, je veux dire, on peut pas, en fait, on peut le fait de fermer les yeux dessus, ça enlève pas le problème du tout. Et Voilà, ça va pas oui, disparaître juste parce qu'on le regarde pas. et voilà, et les investissements qu'on fait maintenant, en fait, c'est sur 20 ans. Donc en fait, on va produire de l'énergie renouvelable pendant 20 ans. Donc c'est les décisions qu'il faut prendre maintenant. Voilà. Ouais. D'accord, donc ouais, donc là, on est sur, ouais, futur assez long. Si on regarde un peu dans le passé, par contre, donc là, vous êtes, aux États-Unis depuis plusieurs années déjà, mais avec le recul, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme soutien ou comme ressources que vous avez peut-être pas eu? Peut-être que vous avez eu tout ce qu'il fallait, hein, mais peut-être pour gagner, du temps, peut-être pour mieux comprendre, les adaptations et les différences, ou pour juste, peut-être mieux le développer? Alors, moi, je dirais quand même que, comme on dit, qui va piano va sano. Mmh? Hem, on n'a vraiment pas pris le chemin le plus facile, on a pris le plus difficile. Mais d'un autre côté, heu, ça nous a permis de créer, une entreprise qui est assez résiliente et qui va pouvoir croître de manière durable et forte, en fait. C'est-à-dire quand on construit une bulle trop rapidement sans avoir vraiment compris les fondamentaux, Mmh. la bulle peut exploser. Donc c'est dur, ça prend du temps, c'est un Mmh. engagement considérable, mais je pense que la position de Waga aujourd'hui est très solide et pérenne. Mmh. Donc Ouais. faut pas vouloir nécessairement aller trop vite, même si nous on veut aller le plus vite possible. Oui. Le plus vite possible, ce n'est pas, aller, trop vite. C'est pas forcément vite, en fait. C'est le plus vite possible, mais c'est pas forcément rapide. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, Guénel l'a très bien dit, l'excellence en exécution. En fait, on peut être excellent en business, mais si derrière ça suit pas, ça sera, très très ponctuel, ça sera éphémère. Mmh. Alors que signer un premier projet, l'exécuter et avoir ensuite un client qui dit: «Mais Waga, c'est génial, malgré le Covid, ils ont respecté tous leurs délais et la machine, elle tourne mieux que prévu», bah, vous avez pas de meilleur vendeur pour la suite et vous gagnez comme ça vos galons au fur et à mesure. Après, si on a vu des actionnaires américains qui avaient pu nous préparer et peut-être nous faire rentrer un peu plus rapidement, dans des associations, dans, des contacts avec, les grands groupes, bah, on aurait peut-être Mmh. gagné un petit peu de temps. Mais, si c'est pour gagner du temps et finalement face au CEO d'un groupe, ne Mmh. pas avoir le bon discours commercial parce qu'on n'a pas bien compris, les fondamentaux du marché, en fait, on a perdu notre temps parce qu'on est remercié et qu'il y aura jamais de signature. Oui, oui, et perdu l'opportunité aussi parce que vous aurez pas 2 rendez-vous avec cette personne, donc ouais. Non, ce que je pense que je le redis une troisième fois, mais ce qui est clé, c'est d'y aller avec une vision long terme parce que c'est ce qui nous porte et avec les moyens. Il faut accepter l'échec, hein. Il faut accepter Oui, peut-être qu'au bout de 3-4 ans, si ça a pas marché, ben, on rentre et on arrête de dépenser des millions par an. oui, Mais par contre, il faut pas se dire au bout d'1 an ou 2 ans, «Ouh là là, j'ai plus de sous, j'ai plus de ressources, je peux plus avancer». Parce que là, c'est l'échec assuré. ouais. Encore une fois, Guénel, c'est fin 2019, première signature Guénel, mi-2021, mais juste un projet. La vraie pénétration, c'est Casella 2023. D'accord, oui. Donc on est sur un horizon 4 ans quasiment. Ah ouais, et c'est vrai que je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le rétroviseur et de se dire: «OK, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux?» Je pense plein de choses, hein. Alors là, vraiment plein. On peut Et toujours faire des choses mieux qu'on en regarde derrière, oui. mais ce qui est intéressant, c'est de se dire: «Bon, en fait, juste d'extérieur, Vogue Énergie, apparemment, on est une étude de cas dans une école de commerce». On peut se dire: «Bah, très bien». Enfin, s'il y a des gens qui Bien, écoutent des choses sur nous, ouais. ils se disent: «Ah, l'aventure américaine, super, bonne stratégie», après quelques années, ils déploient et cetera. Mmh. Quand on La regarde un ailleurs, stratégie parfaite. et puis, ah bah, après on interroge les gens, puis on se dit: «Bah non, en fait, on avait foiré un partenariat, on est parti, il y a eu le Covid». En fait, je veux dire, et puis, quand il y a eu cette bulle sur le renouvelable avec des transactions, un de nos concurrents, on a vu naître, qui a grossi comme nous,
et qui s'est vendu plus de 4 milliards Ouais. de dollars à British Petroleum. Ouais. Vous les voyez, on perdait les projets les uns après les autres en face de cette société. Notre board qu'il fallait convaincre de rester dépenser pour nous. Continuer, insister, persister, oui. Et en fait, il y a quand même un grand écart. Donc, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux. Je pense que ce que dit Mathieu, c'est vrai. C'est en fait se dire que quand on attaque le marché américain, enfin déjà, faut pas y aller petits bras entre guillemets. Faut avoir les moyens parce que le marché américain est énorme. Donc en fait, les moyens financiers doivent être proportionnels à l'ambition qu'on a, qui est bonne, d'aller sur le marché américain. C'est-à-dire que ça prend un petit peu de temps parce qu'en fait, une position, ça se construit pas comme ça. Ce que disait Mathieu, c'est très vrai. Il peut y avoir des bulles et puis nous, on n'avait de toute façon pas le capital pour aller participer à la folie du et de racheter des projets au plus fort de la bulle, impossible. Donc, et avoir confiance dans sa vision long terme parce que je me rappelle les discussions quand on se prenait des portes après les portes, il fallait quand même. Mathieu il me disait, il me rappelait à la vision long terme et pourquoi on était là et que les fondamentaux étaient bons et qu'on allait réussir. Il n'y avait pas de raison, c'était une question de temps. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu faire de mieux. Bon, au final, on a réussi à construire notre position et on déploie. Oui. D'accord, non, bravo parce que oui, j'imagine que sur toutes ces années, bien sûr, là, on parle beaucoup de success story, le cas d'études, etc. Mais on sait très bien que pour une entreprise qui réussit, c'est aussi une entreprise qui a passé des moments très difficiles, des échecs, des doutes, etc. Et c'est comme ça, en apprenant de ces expériences, qu'on arrive justement à justement s'élever, à être un exemple de réussite. Mais c'est pas une ligne droite facile et signature après signature, ça sera trop facile sinon. Je dirais pas. Guenel me fait penser encore à une expérience, parce que la frontière entre l'échec et la réussite est quand même assez tenue. Il faut être capable de s'adapter, ça c'est clair, parce qu'on n'avait pas les codes, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que typiquement, je me souviens de quelques échecs sur des projets publics où objectivement on aurait dû gagner, mais un concurrent faisait des propositions commerciales. On voyait pas comment techniquement, physiquement, économiquement ça pouvait tenir. Ils avaient pas notre technologie. Bon, résultat des courses, cet acteur paye des liquidity damages, c'est-à-dire des pénalités qu'on serait incapable de supporter parce qu'ils ont été incapables de faire ces projets-là. Mais nous, petite boîte française, si on avait du coup fait des propositions intenables, on aurait coulé en fait, on n'aurait pas monté notre crédibilité. Oui. Donc il faut pas non plus être poussé au crime et faire des choses qui ne sont pas faisables parce que derrière les conséquences aux États-Unis peuvent être très douloureuses, notamment pour les dirigeants. Oui. Et voilà, et ça peut coûter très très cher. Donc voilà, faut s'adapter à la culture, mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Et pourtant on avait faim. Et pourtant on voulait les signer ces premiers projets. Oui, mais après vous avez eu justement l'intelligence de se dire non, on va pas raconter n'importe quoi juste pour pouvoir les gagner, contrairement à ce que l'autre a fait. Mais je pense que c'est justement où là, de ce que je vois avec les entreprises que j'accompagne, et là vous avez parlé tout à l'heure, l'excellence technologique, l'excellence scientifique, et peut-être aussi ce côté, peut-être on se restreint un peu en France, mais c'est là où justement tout ça, ça devient une force sur le marché américain. Et si on peut mettre ensemble cette excellence qu'on a en France avec l'excellence, comme vous avez parlé, l'excellence commerciale qu'on a aux États-Unis, pour moi, c'est le cocktail magique pour faire des choses merveilleuses qui peuvent changer, comme vous, ce que vous êtes en train de faire, de vraiment changer le monde. Ouais, et ma perception, c'est que Guenel est hyper reconnu aux États-Unis pour son excellence en termes de génie et procédés. Donc ça, c'est un actif. Et les Américains ont quand même cette appétence pour la technologie. Et on arrive avec une technologie où il y a cryodestillation. Il y a cette accroche. Mais tous les trois, on est trois fondateurs ingénieurs. La dimension quand même business est aussi fondamentale, quoi. C'est-à-dire que c'est là-dessus où on a dû grandir le plus. On était le plus loin. Oui. Mais vous avez bien grandi et ça va continuer à grandir et très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble. Je sais que vous êtes tous les deux très occupés. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir. Je suis vraiment contente qu'on a réussi à trouver ce moment.
et de pouvoir justement partager votre histoire sur le marché américain. Terminé, est-ce que vous avez une dernière chose que vous voulez partager ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de tout ce que vous voulez partager sur votre aventure américaine? On est toujours disponible s'il y a des questions ou si les gens veulent avoir des informations plus détaillées sur tel ou tel sujet. Mais je crois qu'on a quand même fait un très bon tour à travers vos questions, Christina, pour aujourd'hui. Super. Bon, merci beaucoup Mathieu. Guenel, quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, non, on a fait le tour. Enfin, c'est vrai qu'on a moins parlé des aspects personnels, mais c'est un pays fascinant. Enfin, moi, ça fait 6 ans que j'y suis. J'ai l'impression de commencer à comprendre 2-3 choses. Des poncifs aussi, des visions qu'on a des États-Unis depuis la France, qui un peu s'effondrent, on comprend mieux. Enfin, je trouve que c'est un marché fascinant, c'est un pays fascinant. Politiquement, c'est pas toujours, voilà, ça peut être un peu plus dur, mais ça enlève pas l'engagement qu'on a vis-à-vis de ce marché, puis en fait l'expérience unique que c'est pour nous fait d'être exposés à ce pays-là. Merci beaucoup et je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne Excellent. journée, une bonne continuation et à très bientôt. Ouais, merci.